Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans le podcast Chercheurs de valeur. Aujourd'hui, on va approfondir un thème dont on a déjà parlé. Tu sais, Xavier, on avait parlé ensemble de sortir du salariat. Et maintenant, on va élargir un petit peu cette question d'indépendance à peut-être des thèmes qui vont toucher à plus de domaines de la vie, peut-être plus philosophiques. En tout cas, on va élargir un peu la question. D'abord, comment ça va? Mais écoute, ça va super bien. J'avais un petit doute sur l'émission parce que tu m'as demandé de réfléchir à 3 questions. Donc je me suis Mhm. posé pour réfléchir à 3 questions. Et on va parler d'indépendance. Et c'est vrai que c'est tellement large comme sujet Ouais, que je me demande ce que tu entends toi par indépendance, que moi j'entends par mais oui. indépendance. Et bon, il y aura une partie au milieu, mais bon, sinon ça va très bien, hein. Et évidemment, je suis très content de te retrouver, de te retrouver tous les auditeurs. Euh, mes thèmes qui nous touchent tous les deux Mais oui, assez fort. Et d'ailleurs, le dernier épisode qu'on a fait sur investir sur soi, en fait, tout se recoupe. Et mais oui. investir sur soi, il y avait aussi une grosse notion d'indépendance. Bah oui. Ouais, c'est des thèmes qui sont importants et enfin, on va y venir, mais pour moi, il y a aussi un enjeu d'éthique là-dedans. C'est que, tu sais, on se représente souvent les gens qui veulent être indépendants, un peu comme des gens qui veulent se couper du monde, à la limite, qui veulent jouer perso. Mhm. Mais moi, j'ai beaucoup plus confiance en des gens qui sont indépendants. Ça me fait beaucoup moins peur des gens indépendants que des gens dépendants. Enfin bref, on va creuser tout ça. Mais sinon, tu sais, là, on a dépassé les 100 000 écoutes. C'est pas mal Ouais, pour un c'est super, podcast. c'est 100 000 bien. écoutes, Ouais, merci à tous. merci tout le monde. Merci tout le monde, mais bah, du coup, on se met le cap vers le million. On se met le cap vers le million, et ce million, on va l'atteindre grâce à vous. Partez du podcast, parlez du podcast, mettez des belles notes, mettez des commentaires. N'hésitez pas à le partager avec vous, aux gens que vous aimez, parce que c'est un podcast qui leur fera du bien. Et on va maintenant se lancer dans notre discussion juste après ça. Alors, la première question que je voudrais te poser, Xavier, c'est est-ce que tu considères que tu es dans une quête d'indépendance ou pas? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu as l'impression que tu es engagé dedans? Est-ce que tu l'es plus aujourd'hui qu'avant? Est-ce que c'est Alors, une dimension de clairement, ta vie, la quête d'indépendance? clairement, je suis pas au top de ma recherche d'indépendance, dans le sens où j'ai une courbe qui redescend un petit peu parce que je suis pas très loin de l'objectif que je m'étais fixé. Après, je suis clairement dans une recherche d'indépendance. Ça fait longtemps. J'ai même en tout cas, intellectuellement, j'ai pas passé le cap, mais intellectuellement, j'ai passé des extrêmes un peu. J'en Mhm. parlerai un peu tout à l'heure, où je suis un peu parti dans un délire, mais j'attends qu'il y ait moins de monde qui écoute, parce que peut-être qu'en début d'épisode, il y a plus de monde, donc voilà, pour pas avoir trop honte. Oui, je suis clairement dans une recherche d'indépendance, c'est quelque chose qui me fait du bien. En fait, il y a un aspect Ouais. utilitaire, et puis il y a un aspect satisfaction personnelle qui est clair, hein. Toi, tu te sens aussi dans Mhm. une quête personnelle autour de l'indépendance? Ouais, c'est l'histoire de ma vie. En fait, Mhm. et il y a effectivement un versant négatif et il y a un côté positif. Mhm. Il y a d'un côté s'éloigner des choses qui sont désagréables et se rapprocher des choses qui nous font du bien. Pour moi, il y a ces deux dimensions et c'est important d'avoir un curseur entre les deux. Pour te donner, enfin, tu sais, moi, ce qui s'est passé, c'est que je rêvais de faire le travail que je fais aujourd'hui. Donc, à Mhm. savoir pouvoir travailler sur la rhétorique tout au long de ma vie. Mhm. Et à un moment, j'ai eu un stop administratif où on m'a dit, bah non, tu vas pas pouvoir continuer à faire ça. Donc, ça veut dire que j'étais dépendant de la décision de commission. Donc, j'étais dépendant du fait de faire du networking pour pouvoir me connecter aux bonnes personnes, etc. Et ça, c'était pas possible. C'est quelque chose que j'aime pas du tout. Et donc, prendre mon indépendance, c'était ça. C'était qu'il n'y ait pas de barrière sur le chemin vers ma passion. Pour te donner un autre exemple de comment est-ce que je conçois ma quête d'indépendance, ça c'est plus récent, c'était un des mouvements de grève, une des journées de grève qu'il y a eu il y a pas très longtemps, où je me suis mangé un barrage, tu vois, un barrage de grévistes Mhm. qui avait bloqué un rond-point. Et tu vois, moi, ces gens-là, peut-être que j'ai rien contre eux, tu vois, on se verrait dans un autre contexte, on pourrait boire un café ensemble, on pourrait discuter, je pourrais faire preuve d'empathie, etc. Mais quand quelqu'un se met en travers de mon chemin, m'empêche de passer, me fait perdre du temps, mais je leur aurais mis des tartes. Et honnêtement, tu vois, je sens que là, j'ai un besoin violent d'indépendance. C'est-à-dire que je suis sorti de la voiture, vraiment dans l'objectif de leur dire, mais les gars, vous êtes vraiment des débiles mentaux. Et ils ont appelé les flics. Les, Mhm. euh, les gars ont appelé les flics et en fait les flics c'est des travailleurs sociaux, on les représente toujours comme des gens qui sont voilà qui veulent casser du manifestant, mais le manifestant s'est abrité devant le flic et Mhm. donc je trouvais ça fou en fait. C'est le flic est là pour permettre la bonne organisation de m'empêcher de circuler. Donc j'ai été extrêmement courtois avec le flic parce que je me suis dit oula
je vais pas m'ajouter des problèmes. Si en plus je m'embrouille avec un flic, ça ira pas du tout. Donc j'ai été très courtois avec le policier et finalement les policiers leur ont dit de me laisser passer. Mais cauchemar. Et donc tu vois, quand je suis confronté à un truc comme ça, là je sens que j'ai un besoin viscéral d'indépendance. Et après la question c'est comment on fait. Tu vois, parce que je sais qu'il y a une dimension psychologique à ça. Il y a une dimension psychologique qui va avoir avec des choses comme la flexibilité. Tu sais, le fait de, voilà, j'avais un projet. Il faut pas que je me mette dans une situation naze parce que ce projet est pas possible. Donc mon indépendance, ça va être de me dire, bah voilà, repousse à plus tard, fais autre chose, adapte-toi. Mais d'un autre côté, j'ai du mal aussi avec ce discours un petit peu, tu sais, le lâcher prise. Mhm. Je comprends que ce soit important dans une certaine mesure, mais le côté, oui, mon corps est ici, mais mon esprit est ailleurs, alors marchez-moi dessus, etc. Je pense qu'il y a un moment, non, il y a des choses à faire quand même pour se retrouver moins souvent possible dans des situations où on est confronté à une barrière pour nos projets, pour notre liberté. C'est quand les dernières fois où t'as senti viscéralement ce besoin d'indépendance? Alors, tu vois, là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai énormément augmenté mon indépendance avant le Covid. Et je pense que l'indépendance, enfin, cette notion de dépendance ou d'indépendance, c'est à chaque fois en période de crise que tu le sens. Tu vois, si tu es dans une entreprise, tu es salarié, tout va bien, c'est génial, tu te poses même pas la question de cette dépendance. Et puis, on annonce un plan de licenciement et on te dit qu'il y a 10% des gens qui vont être licenciés. Là, tu dis, mais en fait, mon futur dépend de mon chef N+1, N+2, etc. Qu'est-ce qu'ils vont décider, moi, pas moi, et c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ma vie en main, en fait, qui va décider pour moi. Même chose quand tu as des pénuries de carburant, etc. Et tu vois, aujourd'hui, je ressens pas tout ça, je ressens pas la grève des éboueurs, je ressens pas les pénuries de carburant, parce que je suis notamment géographiquement, mais pas que, dans un endroit où je suis indépendant. Et même, on parle de dépendance, et une des manières, même si tu ne peux pas casser ces dépendances, rien que le fait de te diversifier, déjà ça diminue les dépendances. Parce qu'on a énormément de dépendances on ne peut pas casser les liens. On ne peut pas casser les liens qu'on a certaines fois avec son employeur ou avec EDF ou avec, je sais pas, la RATP pour se déplacer, etc. Mais déjà, si tu as des systèmes de secours, déjà, tu es diversifié et la dépendance, elle diminue. Donc moi, j'ai pas eu trop de frustration récente, mais là où j'en ai eu énormément, c'était dans ma carrière de salarié. Alors, je vais pas parler que d'indépendance financière, parce que déjà, je ne suis pas fan du terme, et ça va très très largement au-delà. C'est vrai qu'on parle surtout, quand on pense indépendance, on pense salariat versus indépendant, mais c'est vrai que c'est là où je l'ai plus ressenti. Après, je te le disais, la période Covid, quand tu es en pleine nature, quand tu as un très grand jardin, etc., tu as moins ressenti quand on t'a dit maintenant tu sors pas de chez toi pendant je sais pas combien de temps, quoi. Donc j'avais pris des décisions déjà qui me permettaient d'être libéré, donc j'ai pas trop de souvenirs, c'est surtout lié autour du salariat, on va dire. Et donc du coup, comment est-ce que pour qu'on reprenne les questions, toi l'indépendance tu la définirais comment? Alors, moi, dès qu'il y a une question qui est hyper large comme ça, j'applique le fameux principe de Charlie Munger, le partenaire de Warren Buffett, qui dit « invert, always invert ». En fait, c'est un principe qui vient d'un mathématicien. Et c'est, donc, moi, je pense surtout à mes dépendances. Qu'est-ce que j'estime être une dépendance pour moi ? Pour moi, une dépendance, c'est à chaque fois que je ne peux pas faire quelque chose à cause de quelqu'un ou d'un objet ou d'une entreprise, ou inversement, à chaque fois que je suis obligé de faire quelque chose à cause de quelqu'un comme ça. Et bien sûr, il y a la partie revenu qui est la principale, mais tu vois, par exemple, si je liste rapidement mes dépendances, bien sûr, il y a les revenus, mais c'est pas parce que je ne suis plus salarié que je ne dépends pas de clients, de locataires, même, on n'y pense pas souvent quand on fait de la location courte durée, mais je dépends encore plus que des clients, je dépends des plateformes. Je dépends d'Airbnb, je dépends de Booking. Du point de vue création de contenu, je dépends de YouTube, je dépends de la visibilité, tu vois, sur Apple, enfin pour les podcasts que veulent bien donner les plateformes, etc. Donc il y a plein les dépendances, elles sont toujours un peu là. Donc pour moi, sur la partie revenu, tu vois, typiquement, la diversification, elle est hyper importante. Et après, ce que j'entends par indépendance, vu que c'est des choses qui vont m'empêcher de vivre normalement, bien sûr, il y a tout ce qui est ressources, m'alimenter, me déplacer, me chauffer, boire et prendre ma douche, etc. Je suis dépendant de plein de monde. Et déjà, alors je sais que j'ai parlé des panneaux solaires déjà suffisamment, je ne vais pas en reparler là. Mais tu vois, par exemple, au niveau de l'eau, j'ai un forage, tu vois. J'ai une pompe dans mon jardin avec un forage et je peux avoir de l'eau quand je veux.
mais il me faut de l'électricité, donc c'est pour ça qu'il faut que je travaille un peu. Mais voilà, c'est le carburant pour se déplacer, etc. Pour moi, c'est ça que j'appelle dépendance, c'est à chaque fois que quelqu'un, mais pas que quelqu'un, quelque chose ou des événements m'empêchent de vivre ma vie telle que je l'entends. Donc c'est un peu par la négative, mais c'est comme ça que je la vois. Mhm. Ouais, j'aurais toutes les dimensions que tu as données. Moi, j'ajouterais peut-être une dimension aussi indépendance intellectuelle. Pour moi, c'est quelque chose qui est important et j'y suis très régulièrement confronté. Tu sais, surtout avec la stratégie de contenu que j'ai, où je suis en train de, en gros, une vidéo top pour moi, c'est une vidéo où je suis capable de surfer sur ce dont tout le monde parle. Et il y a toujours un moment où je sens une espèce de conflit entre je sais ce que je devrais dire. Si je voulais, tu vois, satisfaire... J'ai une image mentale de la communauté, en fait. Je peux déjà voir, tu sais, les commentaires que je vais recevoir, limite les injures que je vais recevoir sur Twitter, etc. Il y a toujours un moment où j'ai une espèce de conflit très concret entre la voie que j'ai envie de choisir, celle dans laquelle je me sens bien, celle avec laquelle je me sens à l'aise, etc. Et puis le fait que je sais qu'en prenant cette voie, il y a un moment, il va y avoir des cassures. Il va y avoir des espèces un besoin de s'émanciper, un besoin de s'arracher à une espèce d'environnement intellectuel qui va dans une certaine dimension. Donc pour moi, l'indépendance est indissociable de l'audace. Tu sais, vraiment cette notion de j'y vais quand même. Ouais. C'est pas grave, j'y vais quand même. Donc tout ce que tu as dit, évidemment, pour moi, c'est quelque chose qui est très important et ça devient de plus en plus concret. Donc il y a effectivement le diversifier pour pas être dépendant d'une seule source et donc pas avoir... En fait, c'est ça l'objectif, c'est que quelqu'un n'ait pas le pouvoir de te dire à partir du moment où tu vas faire quelque chose que t'as pas envie de faire. Exactement. Et t'as pas le choix. Voilà. Donc ça, c'est une des choses. Je commence évidemment à explorer des choses comme un peu plus d'indépendance alimentaire. J'ai de l'eau sur mon terrain, donc c'est évidemment des choses que je vais explorer. Et tu vois, panneaux solaires pour le coup. Et c'est là, tu sais, parce qu'on va aussi discuter de jusqu'où l'indépendance jusqu'où il faut pousser les choses. Pour moi, le panneau solaire, tu vois, ce serait une technologie qui me rendrait dépendant de beaucoup de choses, qui me demanderait parce que c'est une technologie de pointe. Et donc c'est une technologie de pointe, donc je comprends pas du tout comment ça marche. La manière dont on peut l'installer, je comprends pas du tout. Si ça tombe en panne, je peux pas le réparer. Et il y a plein d'interfaces, j'imagine, pour que ça fonctionne, etc. Donc moi, pour te dire où j'en suis dans ma quête d'indépendance, sur mon terrain, j'ai du bois. Et je t'avoue que l'épisode qu'on a fait sur la forêt, je me suis dit mais t'es bête en fait. C'est une ressource. Et le fait de commencer à percevoir les arbres que j'ai sur mon terrain et que je vais devoir couper, etc., comme une source de chaleur et même de matériel de cuisson, parce que j'ai vu des trucs géniaux. T'as des fours à bois et donc des fours. Tu sais, en fait, le problème de la cuisson au bois, c'est que quand tu fais un barbecue, ça envoie plein de saloperies sur la viande et ça la fait brûler, ça l'intoxique en fait. Alors que tu peux vraiment utiliser des fours où t'as d'un côté où ça chauffe et un côté où tu cuis, et donc tu peux aller vers un système où tu te fais ta cuisson au bois, ta chaleur au bois. Et donc ça, c'est des choses que je commence vraiment à explorer dans cette direction-là, justement pour aller vers plus d'indépendance, parce que tu vois, quand on se demande de quoi on est dépendant, moi, l'augmentation des factures et des impôts, c'est un truc que je le ressens vraiment très fort, tu sais, parce que tu te dis tes pieds poings liés, t'as pas le choix. On te dit tiens, je te prends un peu plus d'argent et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas rien dire. Et en fait, il faut pousser la réflexion jusque-là, je pense, tu sais, en se demandant, mais ces trucs que je considère comme tout à fait acquis, ok, tu vas payer ta facture d'électricité, tu vas rien dire, ok, tu vas payer ton ticket de supermarché, tu vas rien dire, il y a peut-être des choses à questionner et à creuser là-dedans. Je suis 100% d'accord avec toi. Et tu vois, typiquement, sur la partie électrique, mon but, c'est pas de sortir du système, c'est pas d'être off-grid, comme on dit aujourd'hui, et de me couper d'EDF ou d'un fournisseur d'énergie. Comme tu le dis, c'est trop technique. Pour moi, donc voilà, j'ai d'énormes dépendances là-dessus. Mais ce que j'ai fait, c'est que je suis beaucoup moins dépendant du prix de l'électricité. C'est plus ce point-là, et je suis 100% d'accord avec toi. Et comme les panneaux solaires, je les ai mis dans un endroit où j'ai des locations, et que toutes les locations ont la clim, parce que c'est pas écolo, mais les gens le veulent, et ben moi, je sais que cet été, s'il y a des canicules, les gens ils pourront mettre la clim à fond, et ce sera à 100%, ça viendra à 100% des panneaux solaires, et il y a probablement même une partie que j'arriverai à revendre à EDF. Donc c'est plus cette partie facture où je suis moins dépendant que le vrai côté dépendance
T'as raison, hein, la dépendance, comme toi, tu vas prendre ta tronçonneuse ou ta hache, tu vas couper ton bois et tu vas pouvoir te chauffer. Et ça, tu vois, c'est vraiment le côté très positif. Parce qu'il y a un côté aussi beaucoup plus sombre auquel j'adhère pas. Parce que là, je suis en train de consommer beaucoup de contenu sur tout ce qui est indépendance, autonomie. Du coup, tu tombes sur des choses, comme tu dis, off-grid et survivalisme. Mhm. Et il y a des vidéos de mecs, j'ai envie de les signaler limite. Tu sais, je le fais pas parce que je suis pas une balance, mais tu vois des vidéos de mecs qui montent pas leur visage. Et ils sont vraiment dans une optique, oui, quand il y aura le blackout, quand les gens vont s'entretuer pour la nourriture, etc. Donc ils ont vraiment un imaginaire qui est tout à fait apocalyptique Mhm. et t'entends, enfin dans la manière dont ils parlent, qu'il est marié, etc. Et t'as envie de dire, mais envoyer quelqu'un pour la sauver, quoi. Mhm. Limite, t'imagines la femme attachée au lit dans une pauvre pièce, etc., qui avait pas du tout envisagé sa vie comme ça. Terrible. Donc des gens qui se foutent vraiment dans des endroits complètement reculés, tant qu'à faire en haut sur les montagnes parce que l'eau va monter jusque là dans leur imaginaire, etc. Ils se coupent du réseau d'eau, ils se coupent du réseau électrique et ils préparent la fin du monde. Mhm. Et tu vois, le truc de dépenser autant d'énergie, vivre dans un univers apocalyptique pour quelque chose qui, en toute vraisemblance, ne va pas arriver, parce que t'as eu plein de fins de civilisation. Enfin, l'Empire romain, ça s'est cassé la figure, la Grèce antique, ça s'est cassé la figure. Il y a plein de civilisations qui se cassent la figure. Et effectivement, bah, t'as des périodes avec un peu d'agitation politique, etc. Mais l'Italie est toujours au même endroit, la France est toujours au même endroit, la Grèce est toujours au même endroit. Ça a changé, mais les gens se sont pas mangés entre eux. Donc tout cet imaginaire comme ça, tout à fait apocalyptique, pour moi c'est la limite. C'est qu'il faut que le projet soit positif. Et donc c'est là que j'en reviens à quelque chose que j'ai dit en introduction, c'est que pour moi quelqu'un d'indépendant c'est quoi? C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Tu vois, la dépendance c'est quoi? Moi quand je me représente la dépendance, je me représente le mec qui est complètement shooté au crack, qui a besoin de sa dose. Et ça c'est pas un mec fiable, tu vois. Tu le croises, t'as envie de partir dans la rue. C'est les gens qui sont tellement accros à l'argent public, aux aides sociales, qui sont prêts à devenir violents quand il y a quand il y a une modification légale, juridique, législative, etc. Pour moi, c'est beaucoup plus dangereux. Alors que quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un pour qui on peut compter, sur qui on peut compter. Donc ma vision de l'indépendance, c'est pas je suis plus intelligent que le reste de la société, allez vous faire voir. C'est plus le troisième des petits cochons, tu vois. Celui qui a construit sa maison en briques et du coup qui peut accueillir les gens et les aider, les protéger, etc. Et donc c'est une manière assez naïve de se le représenter, mais c'est aussi en termes de compétences. Parce que mon objectif, c'est que toutes les compétences que je vais acquérir dans cette quête d'indépendance, j'ai envie de les partager. Donc voilà, c'est une indépendance non pas pour se couper de la société, mais pour devenir un membre fiable de la société. Et tu vois, sur l'aspect fiabilité, pour reprendre l'exemple du salariat, t'as beau être le plus gentil du monde, etc., au sein d'une entreprise, il y a quand même une compète. D'accord ? Et tes collègues, si vous faites le même travail, etc., et qu'à la fin, il faut soit réduire, soit il faut promouvoir quelqu'un, etc., c'est toi ou lui, tu vois ce que je veux dire? Donc soit tu te fais bouffer, soit il te bouffe. Je sais que c'est pas à ce point-là, mais malgré tout, c'est quelque chose qui arrive en entreprise, on le sait. Et si tu es ami avec un collègue et que vous vous battez pour les mêmes choses, ce sera forcément moins solide et moins fiable. Enfin, cet ami sera moins fiable dans ses conseils ou peu importe, que si c'est quelqu'un qui est indépendant, tu vois, et qui toutes les décisions que tu vas prendre ne vont pas le toucher, toutes les décisions que lui va prendre ne vont pas le toucher. Donc c'est sûr que cet aspect interdépendance, ça crée des problèmes. Quand il y en a un qui consomme trop, l'autre a moins, etc. C'est cette vision de vase communicant qu'ont beaucoup de personnes qui sont à la recherche effectivement de subventions. Parce que pour eux, ils voient le monde comme dès que quelqu'un gagne plus, ça sort de leur poche, ou dès qu'eux prennent plus, ça sort de la poche de quelqu'un d'autre. Or, le monde, pour moi, en tout cas, c'est pas ma vision du monde. On peut être 2 à gagner plus, et 3 à gagner plus, et 4 et 5. Si tout le monde crée de la valeur, on peut créer de la valeur dans le monde entier. Alors que quand on est trop dépendant, tu as vraiment cette impression que l'argent ne fait que circuler de poche en poche et qu'il n'est jamais créé nulle part, en fait. Et ça me gêne. C'est peut-être le moment, vu que tu en as parlé, de raconter mon anecdote ridicule. Mon anecdote ridicule, ça date des débuts de Walking Dead. Donc, série apocalyptique par excellence, les zombies, etc. Donc, on regardait ça avec ma femme il y a quelques années. Donc, je pense que ça doit bien faire 10 ans, facile 10 ans. Et
effectivement, à un moment, à force de voir des gens qui survivent quand tu n'as plus d'électricité, tu n'as plus d'eau, tu n'as plus de carburant, tu n'as plus de police, tu n'as plus d'armée, tu n'as plus rien, et ben il y a une petite lumière, enfin, je ne sais pas si c'est la bonne lumière, mais qui s'allumait dans ma tête en me disant, et moi, dans ma situation, qu'est-ce qui se passe si plus d'électricité, si plus de police, etc. Et ça m'a... Donc, je me suis mis, comme toi, à consommer des contenus survivalistes, etc. Et tu as des bons contenus où j'ai découvert la permaculture, où je faisais déjà un peu de potager, mais ça m'a beaucoup aidé, etc. Et puis tu as des contenus où on t'explique la défense du domicile, est-ce qu'il vaut mieux avoir un calibre 12 ou une 22, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a un moment où ça m'a rendu très légèrement parano. Ça, j'ai vite mis de côté. J'ai gardé la notion d'indépendance. Donc ça a planté la petite graine, si tu veux, du potager, de la sobriété en énergie, enfin ce genre de trucs. Et ce qui est drôle, c'est que je consomme plus du tout ce type de contenu depuis plus de 10 ans. Et de temps en temps, quand je tombe sur quelqu'un qui fait ça, et je me dis, ah oui, mais ce Suisse, là, il est toujours dans son chalet, dans la montagne, là, à attendre que la fin du monde arrive. Et moi, j'ai vu sa première vidéo de lui il y a 15 ans, où il avait arrêté son job pour se planquer dans les montagnes, et ça fait 15 ans qu'il attend avec ses boîtes de conserve. Tu vois, donc moi, je l'ai vu stocker ses premiers sacs de pâtes, mais maintenant, ça doit faire un paquet de temps qu'il mange ses pâtes, tu vois, s'il veut. Et donc, je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, ce qui m'a fait m'arrêter assez vite de consommer ce genre de contenu, c'est ce côté où finalement, tu attends la fin du monde. Tu n'es plus du tout acteur, tu n'es plus du tout actif, tu remets tout. Et puis, ça crée même des tensions avec les gens, parce que tes voisins, alors tu as les voisins proches, ils vont considérer que c'est la communauté où on peut s'entraider, mais tous les autres, c'est les méchants qui vont venir effectivement te piquer tes pattes, tu vois. Donc ça met dans un très mauvais mode. Donc je pense qu'il y a du bon à prendre sur la partie autonomie. Je pense que la partie autonomie, il y a des gens qui ont fait des trucs de dingue. Enfin, si tu as dû retomber sur des vidéos, des gens qui sont à l'autre bout du monde, dans mon esprit, c'est au fin fond de l'Ardèche, tu vois, et qui ont une maison totalement autonome et tout. Et ça, je trouve ça assez génial. Et je pense d'ailleurs que ces gens, ils peuvent parfois trouver des manières de faire qui sont vraiment intelligentes. Mais ça, c'est effectivement la partie que je ne dépasserai pas, la partie survivaliste. Je me terre dans mon coin, je me mets dans un bunker et j'attends et je suis autonome en fait, et j'ai besoin de parler à personne. Mais j'ai eu la même phase que toi, mais plus récemment. Moi, c'est le Covid, tu sais, quand tu commences à voir ce que c'est qu'une pénurie. Tu sais, les gens qui se ruent dans les magasins pour... D'ailleurs, j'ai pas compris le point du papier toilette, quoi. Prends des pâtes, prends pas du papier toilette. Enfin, c'est quoi? C'est j'ai rien à manger, mais j'ai les fesses propres. Enfin, prends de l'eau. Enfin, tu vois, ça j'ai pas compris. C'est mais en bizarre, tout cas, le fait de voir des gens se ruer dans les magasins, les rayons qui se vident, un peu une ambiance de... ouais, imagine que ça parte vraiment en vrille. Il y a des moments, j'ai eu un côté un peu claustro, tu sais, de me dire, je suis dans une boîte, je suis entouré au-dessus, en dessous, à côté de gens qui sont absolument dépendants du magasin, sont absolument dépendants de ci, de ça, etc. Et si ça part vraiment en vrille, qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour le coup, tu sais, j'ai eu une envie quand même de couper la dépendance à la ville, et de pas forcément à la ville parce que là je suis dans une ville, tu vois, mais en tout cas avoir un terrain à moi, avoir un territoire à moi. Et j'en suis passé aussi par la phase où je me suis dit tiens, mais à la limite tu devrais t'inscrire au bal trap pour avoir le droit de port d'armes, etc. Là je me suis dit mais non, mais en fait tu déconnes complètement. Fais pas ça, c'est pas du tout c'est pas du tout l'idée. Quoi qu'il arrive, c'est beaucoup plus intelligent d'essayer de nouer des réseaux de solidarité avec les gens qui sont autour de toi, des raisons de bon voisinage, enfin des relations de bon voisinage. T'invites les gens, tu discutes, etc. Et quoi qu'il arrive, il y a quand même plus de gens qui vont vouloir essayer de sauver ce qui peut l'être, s'entraider les uns les autres, voir ce qu'ils peuvent faire, que des gens qui vont devenir des espèces de prédateurs. Enfin, c'est pas du tout le scénario que je vois, sachant en plus que tu sais là moi il y a quand même une tendance de fond que je vois. Tu sais, quand on parle de ChatGPT qui va nous voler nos métiers là, c'est quoi les métiers qui sont disruptés par ChatGPT? C'est pas les gens qui font des ménages ou les gens qui plantent des choux, hein. Les gens qui se font disrupter par ChatGPT, c'est les petits mecs du tertiaire qui avaient des compétences où on se rend compte en fait elles sont assez disruptables. Et donc il y a quand même un grand mouvement dont on est quand même des exemples, hein, de gens qui étaient plutôt dans le tertiaire qui se sont dit je vais quand même apprendre à faire des trucs de mes mains.
Mhm. Et donc, je vois plutôt un avenir comme ça, hein. Le fait que il y a pas mal de gens qui étaient dans la sphère bullshit job, qui vont se dire, je vais peut-être aller vers plus d'indépendance, je vais peut-être aller vers des compétences plus fondamentales. Et donc, je vois un avenir assez positif, quoi. Avec des gens qui se reconnectent avec des compétences plus fondamentales. C'est plutôt comme ça que je vois l'avenir. Mais j'en suis passé par cette phase. À Mhm. un moment où je me suis dit, ouais, mais imagine, j'ai même regardé des maisons dans des endroits complètement délirants, des ruines à retaper, et je me suis dit, mais arrête, tu vas aller dans un endroit où tu connais personne, sur une montagne, avec, enfin, tu sais même pas, enfin voilà, tu sais rien faire du tout, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et c'est là que j'ai commencé à recalibrer. Mais là, je reviens à une volonté de plus d'indépendance, mais qui est pas mue par des espèces de fantasmes apocalyptiques, mais Mhm. par un plaisir d'apprendre des nouvelles choses, et c'est ça qui me motive aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Je pense, ça, c'est généralisé, hein. Je pense le besoin de sortir des villes. Après, moi, j'ai le même sentiment que toi parce que je suis passé par là qu'il y a ce besoin. Mais quand je regarde mes anciens collègues du monde de la finance ou de la banque, j'ai l'impression qu'ils sont toujours scotchés derrière leur ordi ou chez eux parce qu'il y a eu quand même l'avancée du télétravail. Mais j'ai l'impression qu'ils y pensent, mais au final, ils continuent à faire leur petit boulot classique, notamment parce que en termes de revenus, c'est quand même imbattable. En tout cas, moi, Mhm. dans les secteurs dans lesquels j'étais, avant d'arrêter son job pour ouvrir une boulangerie en Bretagne, si tu veux, il y a quand même du chemin. Et je pense que c'est pas l'envie qui manque, c'est, j'ai envie de dire, bassement matériel. Bon, le mot bassement, il est mal choisi, Mhm. mais oui, je pense que c'est matériel à un moment de se dire, bah, moi, je gagne tel salaire et je vais toucher 3 fois moins, voire plus, si j'attaque ailleurs, même si la vie est moins chère, même si la vie sera plus agréable. Il y en a beaucoup qui se disent, c'est ce fameux concept dont on avait déjà parlé du fuck you money, qui se disent bah allez, je tire encore 1 an, je tire encore 5 ans, etc. Puis finalement, avec l'inertie, qui restent dans leur job. Je pense que l'envie est là, mais Mhm. je vois par exemple les gens qui débarquent chez moi, il y en a pas mal. Il y a quand même beaucoup aussi de retraités. Tu vois, des gens qui sont allés au bout de cette vie, de Mhm. cette vie, voilà, ils ont fini leur carrière professionnelle dans les villes, etc. Puis c'est après qui font la bascule. Est-ce que ça te parle, vu qu'on parle de ça, l'opposition entre lean fire et fat fire? Ça me parle, oui. Moi, un des points justement que j'allais nommer, c'est que plus on est riche, plus on est indépendant, plus c'est facile d'être indépendant. Mais en fait, pas tant que ça. Et je pense que ce qui rend Mhm. l'indépendance la plus facile, c'est la sobriété et le fait de moins consommer. Parce Ouais. que quand tu es riche, tu peux être entre guillemets indépendant, mais finalement, tu as une dépendance à l'argent, tu as des gens qui sûrement d'une certaine manière travaillent pour toi, et même si c'est au travers de SCPI, d'immeubles ou autres, tu as quand même une certaine fragilité. Et la sobriété, on ne peut pas te l'enlever. Si tu peux te contenter de pas grand-chose, et même si je suis pas sûr, mais j'imagine qu'on parle de ça, hein, quand on parle de Fat Ouais. Fire, on doit parler donc Être d'indépendance tellement riche que financière, t'as, voilà. voilà, exactement, où tu as mis ton argent dans des SCPI, en bourse, des immeubles, etc., et tu vis de tes revenus, voilà. Et puis Lean Fire, c'est bah, tu t'es habitué à vivre avec pas grand-chose, et donc avec 3 bouts de ficelle et tes quelques revenus passifs, tu arrives à te débrouiller. Et je pense il y a un modèle qui est beaucoup plus résilient que l'autre. En fait, je pense que les deux sont résilients. Si tu as vraiment beaucoup d'argent, quelqu'un Mhm. qui a je sais pas, 10 millions en SCPI, bah, c'est sûr qu'il a pas qui touche ses 5% tranquillement tous les ans. Bon, il n'a pas trop de problèmes de dépendance. Mais s'il vit purement par son argent, quand même, dès qu'il doit Mhm. faire réparer sa voiture, il a un problème. S'il a besoin d'essence pour se déplacer ou même d'électricité, il a un problème. Enfin, en cas de. Voilà, si quelqu'un l'arrête à un rond-point, il a un problème. Si sa grande surface à côté ferme, bah, il a un problème. Alors, tu peux dire que l'argent peut tout résoudre, mais je pense qu'il y a un point où l'argent résout pas Ouais. tout. Ouais, ouais. Mm. Moi, c'est le. Tu sais, j'ai cette chance de. J'ai besoin de peu de trucs, en fait. Donc, c'est pas là-dessus que je peux marquer des points, parce que je consomme vraiment peu de choses, et il y a peu de choses qui m'attirent. J'ai pas besoin d'habits, enfin, de trucs comme Mhm. ça. Là où je peux marquer des points, c'est que je suis complètement incompétent. Enfin, tu sais, quand je regarde mon champ de compétences, c'est vraiment un champ de compétences d'urbain. Et là, là où je vais vraiment marquer des points, c'est sur le développement de compétences qui vont me rendre moins dépendant Mhm. d'artisans, de choses comme ça. C'est vraiment là-dessus que je travaille.
Et là, je commence à prendre un rythme où je me forme à des domaines dans lesquels j'aurais jamais pensé me former. Tu vois, il y a des trucs qui me font rêver, et c'est là qu'on vient au côté positif de l'indépendance. Mhm. C'est quand tu regardes tu vois, là, j'ai eu un problème de toit. Et donc là, c'est pas du tout encore mon niveau, mais quand je vois les vidéos de gens qui sont capables de retaper un toit complètement Mhm. alors qu'ils étaient partis de rien, alors que c'est des gens comme moi qui étaient des urbains et qui se sont dit maintenant je commence à développer ces compétences, ça fait rêver. Mhm. Tu dis c'est génial. T'es en train de, et c'est là que tu te rends compte que vraiment il y a un lien direct entre le temps et l'argent Ouais. que je percevais moins. C'est que en fait, c'est ça. Tu travailles pour toi. Tu travailles pour toi en développant des compétences qui rapportent beaucoup. Plus tu te formes, plus ton temps te rapporte. Et ça, je trouve ça extrêmement motivant. Donc, élargir comme ça cette gamme de compétences, c'est quelque chose qui me plaît. Mhm. Ce sur quoi je voulais t'emmener, ça c'est une question que je voudrais creuser avec toi, et je ne sais pas du tout où tu en es sur ce point-là. Est-ce que tu dirais que dans ta démarche d'indépendance, il y a aussi se couper d'une société malade ou de certains aspects malades de la société? Est-ce que tu as cette démarche sur certains points? Alors, oui, oui sur les contenus. Par exemple, on a atteint un niveau un niveau tout court, vraiment lamentable sur certains contenus télévisuels qu'on n'avait pas il y a 10 ou 20 ans, hein. Mais je pense à la télé-réalité. Tu vois, type, ça doit être les Marseillais, etc. Je sais pas les noms aujourd'hui, mais je pense qu'on a atteint un tel niveau, tu sais, que si à un moment tu tombes là-dessus et t'entends qu'ils sont obligés de biper toutes les 3 secondes tellement ils parlent de n'importe quoi, mais c'est le niveau intellectuel, mais tellement zéro, au point d'ailleurs que j'ai appris que toutes ces stars de la télé-réalité qui avant faisaient du placement de produits, maintenant elles font quasiment toutes du porno, si j'ai bien compris, avec les mimes, OnlyFans, etc. Enfin, tu vois, le niveau, mais c'est terrible en fait. Donc oui, moi, bon, je me coupe assez naturellement de ça parce que ça ne m'occupe pas, mais par exemple, j'ai désinstallé TikTok. Oui, je sais, TikTok, c'est bien pour se connecter à la société, voir, mais je l'ai désinstallé, tu vois, parce que ils sont très malins, ils te font swiper parce que ça te maintient, j'ai appris ça hier, que ça maintient intellectuellement le cerveau plutôt que de laisser défiler les vidéos. En fait, le fait de te faire agir, enfin tout est fait, c'est bien plus malin qu'on le pense, hein, pour te prendre du temps de cerveau. Donc oui, là-dessus, moi je lutte pour me détacher de cette partie-là. Après, société malade, oui et non. Oui et non. Moi, tu sais, je travaillais à Genève avant. La Suisse, c'est quand même un super. Ils sont vraiment beaucoup, beaucoup mieux que nous. Je pense que si j'étais resté à Paris plus longtemps, oui, à un moment, j'aurais voulu fuir cette ville. Là, je suis parti de Paris pour aller à Londres, après de Londres pour aller à Genève. À chaque fois, je suis parti content de l'endroit que je quittais et content de l'endroit où j'arrivais. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu dans une bulle avec une école qui ressemble à l'école que j'ai connue il y a très longtemps, avec des relations entre voisins qui sont très courtois, d'entraide. Voilà, j'ai l'impression, et peut-être que sans m'en rendre compte, j'ai quitté une partie de la société, et peut-être que si je retournais dans le Paris d'aujourd'hui, où tu vois les monceaux de poubelle, les rats qui courent les rues, etc., peut-être que je me dirais que j'ai bien fait de fuir ça. Mais la société que je fuis consciemment, c'est le contenu poubelle. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fuis consciemment. Est-ce que toi, tu as l'impression de fuir quelque chose aussi de ton côté? Je vais y revenir. Avant, il y a quelque chose de fascinant dans ce que tu me dis là. J'ai envie de creuser cette idée que on est passé de stars de la télé-réalité qui étaient dans le placement de produits Mhm. vers des stars de la réalité qui sont dans le porno, parce que pour le coup, ça montre vraiment le lien entre incompétence et dépendance. Parce que tu vois, faire un placement de produit, il faut à la limite, enfin tu vois, Nabila qui fait un placement de produit pour eToro ou pour les Mhm. crypto-monnaies ou ce genre de trucs. Enfin, tu vois, en te forçant un petit peu, tu peux te dire ouais, à la limite, etc. Mais donc ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau tellement bas qu'il n'y a aucun produit. On pourrait les mettre dans leurs mains où on se dirait ouais, c'est un peu crédible qu'ils sachent utiliser ce truc ou qu'ils sachent ce que c'est. Parce que le porno, c'est vraiment tu mets ton corps parce que c'est tout ce qui te reste en fait. Mhm. T'as pas de compétences, t'as rien d'autre qui a de Ouais, valeur t'as atteint à le part bout le du fait que bout. ton. Ouais, oui, t'as atteint le Mais bout ouais, du bout, t'as tout essayé et c'est tout ce qui te reste. Ouais. c'est fou. Donc ouais, donc ça montre que Mhm. c'est très aliénant d'être incompétent, et je trouve ça triste que on ait une société qui fabrique ça. Mhm. Pauvres gens.
Mais donc pour te dire, oui, les choses dont j'essaie de me couper. Alors première chose, j'aime pas tellement, tu sais, moi, dès que je vois des commentaires sous mes vidéos de trucs, oui, pauvre France, machin, ça me gêne un peu. Tu vois, les gens qui sont toujours en train de dire la société va mal. Mhm. Moi, mon premier réflexe, c'est de me dire, mais non, mais peut-être que c'est toi qui va mal, mon petit poussin. Donc, pour moi, il y a cette dimension-là, c'est que dans tous les discours, la société va mal. Il y a tendance à penser qu'on n'est pas une partie du problème, Mhm. alors que ça se trouve, c'est nous le gros blaireau. Donc, je fais très attention à ça. Si on pense que la société est malade, c'est peut-être aussi qu'on a un problème. Moi, les choses dont j'essaie de me couper, c'est effectivement l'info en continu. Donc ça, je sais que c'est absolument toxique, donc je n'y touche pas. C'est Twitter, évidemment, je trouve que c'est toxique, donc je n'y touche pas. C'est pas mal, ouais, de contenu divertissement qui est avilissant. L'actualité politique aussi. Et c'est pour ça que j'aime bien la finance. C'est parce qu'en fait, la finance, ça te permet d'enlever le bruit parce que ça te connecte avec des mouvements qui sont plus fondamentaux, tu sais, les évolutions technologiques, parce que tout le bruit finalement, si tu veux, c'est de l'écume. Tous les discours politiques, c'est de l'écume qui repose sur le fait qu'il y a des agitations à un niveau plus profond, à un niveau économique, qu'il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, du coup il y a des compétences qui avaient du sens, qui n'ont plus de sens, donc il faut essayer de réorganiser ça. Il y a des grands mouvements aussi de compétition pour les ressources, des choses comme ça, et pour moi la politique c'est un petit peu le blabla qui sert à rien au-dessus de ça. Mhm. Donc j'essaie un petit peu de me couper de ça. Et par contre, je ne veux pas du tout me couper de l'actualité culturelle. Donc ça, j'essaie d'être connecté avec toutes les sorties qui se font au niveau du cinéma, littéraire aussi, et actualité intellectuelle. Et donc c'est pour ça que je suis super content qu'on ait pris cette habitude de se plonger dans un livre au moins une fois par mois, parce que ça pour moi c'est de l'actualité qui compte et qui est importante. Donc en fait, je résumerais ça en disant j'ai envie de rester connecté à ce qu'il y a de meilleur dans l'humain et exclure toutes les choses qui relèvent de nos faiblesses et de notre partie un petit peu plus fainéante et bête, sachant que c'est vraiment vraiment mis en avant parce que la plupart des algorithmes sont créés pour taper dans les pulsions qu'on a les plus basiques, et ça c'est malade pour le coup. Ça c'est malade, et ça crée des gens qui ont des mauvais modèles, des modèles de gens qui sont absolument incompétents, et on se dit finalement on peut réussir en étant tout à fait incompétent. Et ouais, ça si on continue comme ça à produire des gens qui sont incultes et incompétents, ouais, on peut rendre la société malade. Et voilà, moi c'est pour ça aussi que l'enseignement c'est ce qui me permet de rester toujours optimiste. C'est que quand t'es enseignant, quand t'es professeur, quand t'es pédagogue, t'es toujours focalisé sur ce qu'il y a de perfectible dans l'humain. C'est ça moi qui m'intéresse. Mmh. Sur la partie indépendance d'esprit, pour revenir un peu là-dessus, parce que c'est pas sur ce thème-là que j'ai trop réfléchi, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Et c'est vrai que déjà d'éviter les dogmes, c'est-à-dire on a tous des convictions. Tu vois, moi je peux avoir des convictions libérales par exemple, mais si on me parle d'une nouvelle loi ou même d'une nouvelle allocation, je ne vais pas par principe dire en tant que libéral, pour moi je ne veux pas une nouvelle loi, je ne veux pas une nouvelle allocation, etc. Parce qu'il y a peut-être, dans certains segments de marché, je sais que le capitalisme est loin d'être idéal et qu'il faut parfois mettre des pansements sur la manière dont il fonctionne, donc il faut mettre des lois, même si j'en souhaiterais le moins possible, il faut mettre des allocations, même si moi je préfère largement inciter les gens à faire des choses plutôt que d'attendre passivement une aide de l'État. Et un autre point qui est important, et c'est vrai notamment quand on crée du contenu, mais pas seulement, c'est que je me souviens quand tu parlais des papiers de recherche, puisque tu t'étais mis à lire de plus en plus de papiers de recherche, et tu disais, alors j'ai oublié le terme exact, mais ils démarrent tous par un état des lieux. Un état de l'art, ouais. Un état de l'art, voilà, je cherchais l'expression. Et tu vois, en réfléchissant à ça, je me disais, mais c'est dommage en fait, parce que très souvent, c'est mieux de penser par soi-même, et ensuite de faire des recherches, parce que si on fait tous la même chose, hein. On recherche en premier. Moi le premier, si je fais une vidéo sur un thème, je vais me précipiter sur des documents pour apprendre sur ce thème. Tu vois, si je fais investir dans les métaux précieux, je vais me jeter sur comment on investit dans les métaux précieux, enfin voilà, ce genre de choses. Alors que parfois c'est bon de se dire, mais finalement quel est l'intérêt d'investir dans des métaux précieux, pourquoi, qu'est-ce qui me paraît, est-ce que ça me paraît une aberration ou au contraire quelque chose de très solide, etc. Puis ensuite tu confrontes ce que tu as penser de manière totalement indépendante
à la réalité. Et on a tendance à être biaisé dès le début, en fait, et à prendre les idées des autres dès le début, à faire plus ou moins un remâché de ce qui a déjà été créé. Et 99,9% de la création de contenu, aujourd'hui, c'est du remâché. On prend à 3-4 endroits, on recrache. ChatGPT, c'est ça à 100%. Et c'est vrai que moi aussi, il faudrait que je me force, même sur un sujet que je ne connais pas, à poser mes idées avant de faire la recherche. Ouais. En fait, tu as besoin des deux. Il y a un risque à penser tout seul. En fait, tu sais, c'est quoi le point de l'état de l'art de la recherche? C'est d'identifier les limites de ce qui a été pensé juste avant. C'est ça le point, c'est sinon les gens seraient tout le temps en train de réinventer refaire, la roue. Bien sûr. Ouais, t'es obligé en fait d'en passer par cet état de l'art mais le truc c'est que t'as du temps. C'est ça ton travail. Ton travail, c'est de passer du temps à lire suffisamment rigoureusement ce que les autres ont créé pour espérer apporter quelque chose d'un petit peu nouveau. La plupart du temps, tu vois, quand t'es créateur de contenu et que t'es pas là pour publier des articles académiques, ouais, en fait, ton travail, je pense, c'est de cultiver ça. C'est de commencer par te mettre dans une espèce de bulle de concentration, un petit peu à l'écart de ce que les autres ont dit, et ça te permet effectivement d'exercer ce muscle de l'indépendance d'esprit. Mais si on élargit, tu vois, tu prends la permaculture. La permaculture, il y a plein de gens qui se sont lancés dans cette direction, qui ont essayé de réinventer des techniques agricoles. Et si tu regardes en fait la page Wikipédia de la permaculture, quand tu fais un petit peu l'état de l'art, ils te disent ouais, c'est assez sympathique, mais en termes de rendement, ça marche vraiment beaucoup moins bien que les techniques à la papy, quoi. Bien sûr. Et donc c'est ça le point, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont lancés dans une direction en se disant on va être super originaux, on va tout réinventer. Mais là quand même, t'es en train de te baser sur. Ça fait longtemps que les hommes cultivent. Tu vois, c'est vraiment une technique qui est très très vieille. Et se dire on va innover, penser que les gens avant nous n'ont pas été capables de trouver un optimum, alors que les humains doivent manger pour vivre et cherchent des techniques depuis que l'homme est homme, faut faire gaffe à ça. Donc c'est vraiment ça le point de l'état de l'art, c'est justement, en fait, tu peux avoir l'impression d'être original, alors qu'en fait, tu es en train de répéter des choses qui ont été dites et inventées à 15 autres coins du monde. Et donc l'état de l'art, c'est ça, mais c'est très pénible. C'est très pénible, c'est très lent, c'est très long. Donc moi, je ferais les deux. C'est quand je dois effectivement faire des vidéos YouTube où l'objectif c'est d'avoir un ton qui est un petit peu original, un ton qui est un petit peu décalé et dire quelque chose qui se distingue de ce que d'autres personnes ont dit sur ces sujets dont tout le monde a parlé. Ça, pour le coup, la meilleure technique, c'est de pas se laisser influencer par les autres et de se mettre dans une bulle. Mais si on veut faire quelque chose de plus profond et de plus fondamental, là pour le coup, ouais, il faut la vraie. C'est pas tellement une question d'originalité, c'est pas une question d'indépendance, c'est une question d'originalité. L'originalité, pour le coup, ça va supposer de se manger tout ce que les autres ont écrit avant. Parce que tu vois, il y a un truc que j'ai toujours fait quand j'ai changé de boulot, et je l'ai fait assez rapidement, donc je l'ai toujours appliqué, et ça marche très très fort. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais c'est que mes premiers jours, et quand je dis premiers jours, c'est premiers jours, hein, jour 1, 2, 3, allez, on va dire première semaine ou 2 premières semaines, je note tout ce qui me choque. Tout ce qui me choque. Mais soyons d'accord, hein, dans un premier job, les premiers jours, tu comprends rien. Hein. C'est juste que tu dis, mais je comprends pas pourquoi ces 2 réunions-là, elles me paraissent, on a l'impression que c'est les mêmes, pourquoi ça, on n'a pas automatisé, pourquoi... Et tu notes toutes tes idées. Et moi, je me souviens qu'un de mes derniers posts, j'avais noté toutes mes idées. Et ça, tu dis rien, parce que tu vas passer pour un blaireau, parce qu'on va te calmer toutes tes objections. Donc, tu dis rien. 1 mois ou 2 mois après, tu reprends tout ça. Tu vas rayer 80%. Ah ouais, on peut pas automatiser ça parce que si. Ah oui, en fait, c'est 2 réunions, ok, je comprends. Il y en a une qui adresse tel sujet, l'autre tel autre, c'est des différents publics, et tu vas tout rayer. Et les 20% qui restent, c'est des vraies idées. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire au début ? Parce que déjà, si tu dis à tout le monde au début ce qui s'est passé, ils vont tout rayer, et toi, tu n'auras pas les compétences pour dire ce qui était vraiment une bonne idée ou pas. Et si tu notes pas les premiers jours et que tu attends 2 mois, t'es brainwashé. De toute façon, t'es mis dans le truc, tu vas plus innover, c'est fini. Et ça, c'est un peu le problème, si tu veux, du totalement novice qui pourrait avoir des bonnes idées.
en permaculture, tu vois, qui démarre de rien, et puis la personne qui va essayer d'expliquer des trucs à un agriculteur qui va lui dire écoute, t'as rien compris. Et tu vois, la permaculture, donc pour ceux qui connaissent pas trop, je suis pas un spécialiste, mais on essaie d'utiliser au maximum l'écosystème, donc on réutilise beaucoup, on va mettre des plantes qui s'entendent bien entre elles, etc. Et les agriculteurs à l'ancienne, pendant longtemps, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris beaucoup de matière organique du sol et ils ont remis de l'engrais. Et si tu regardes comment marchait un jardin à l'ancienne, tu taillais tes haies, tu taillais ton herbe, etc. T'emmenais tout à la déchetterie, d'accord ? Donc t'emmenais énormément de matière organique, donc t'appauvrissais ton sol, parce que tout ça vient du sol. Donc t'emmènes tes tas de feuilles, t'emmènes ton herbe et tout ça. Et après, tu es obligé de remettre de l'engrais sur ta pelouse pour qu'elle soit belle. Maintenant, le monde change, on fait des composts, on mulch, donc au lieu de mettre dans les sacs à tondeuse, tu coupes sur place, etc. Et je vais te dire une anecdote qui est quand même assez hallucinante. À l'époque où j'étais dans mon truc d'autonomie, que j'avais un jardin pour la première fois, je tondais ma pelouse, je mettais de la pelouse au pied de mes arbres et tout ça. Mon beau-père est agriculteur, un agriculteur vrai de vrai. Il a des terres, il a des champs, il fait du blé, il fait du maïs, il fait pour ses vaches, pour ses charolaises, etc. Maintenant, il est à la retraite. Il a un potager de compète, il n'achète pas un légume de l'année et puis quand on va chez eux, on ramène les choux, les poireaux, tous les trucs de saison. C'est vraiment un truc de dingue parce qu'en plus, comme ses copains lui donnent du fumier et tout, il a des légumes, t'as jamais vu ça. Et je me souviens qu'après avoir discuté un peu avec lui, après il m'a dit une fois, maintenant mes tontes, je les mets au pied des arbres et tout, et c'est vrai que ça marche bien, ça garde l'humidité au sol et tout. Donc il y a quand même, je suis d'accord avec toi, le monde agricole marche très très bien depuis des années, mais quelqu'un avec le hippie qui amène des idées neuves, il va avoir un rendement pourri, mais il va quand même amener quelques idées. Tu vois, on va moins arroser parce qu'on va laisser, tu connais, voilà, on va laisser les matières organiques au sol, auprès des racines, etc. Donc tu as raison, je pense qu'il y a un mélange de nouveautés et on utilise l'ancien qui n'est pas évident à trouver. Ouais. Mais ça pour moi, c'est un truc qui est génial aussi. Et là, on est vraiment sur des questions d'indépendance et d'autonomie. C'est tondre la pelouse. En fait, tu peux le percevoir comme une corvée, mais en fait, t'es en train de récolter de la matière, t'es en train de récolter de la ressource. Mm-hmm. C'est génial, en fait, quand tu commences à voir les choses comme ça, couper le bois, ce genre de choses, etc. Tu te dis, je suis pas en train de faire une corvée, je suis en train de collecter des ressources, et ça, c'est quelque chose qui est très motivant. Moi, tu sais, dans les choses dont j'essaie de me couper, dans les choses vers lesquelles j'ai besoin d'une plus grande indépendance, je me rends compte que j'essaie d'être indépendant de l'humeur ambiante. Je sais pas si tu as ça ou si t'es sensible à ça, mais j'ai l'impression qu'il y a globalement une humeur assez dépressive, assez déprimée. Et ça, c'est vraiment quelque chose. J'essaie vraiment de travailler sur mon optimisme et d'en faire une compétence. Et c'est très important pour moi d'être capable de me décaler. Tu sais, mais c'est des choses maintenant, ça me hérisse, mais dès que tu écoutes France Inter le matin, au bout de 2 questions, c'est tiens, et ça vous inquiète, tiens, et ça vous fait peur. Tous les sujets sont abordés sous cet angle. C'est oui, tiens, tel nouveau truc. Alors, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous inquiète? Tous les sondages, tu regardes la chaîne, il s'appelle Hugo Décrypte, là, on l'embrasse. Les questions, c'est par rapport à cette nouveauté, est-ce que vous avez peur, très peur? Est-ce que vous êtes abattu? Enfin, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as l'impression qu'il y a une humeur et une ambiance générale, et c'est malsain, quoi. C'est malsain, et ça, c'est pour le coup quelque chose par rapport auquel j'essaie vraiment de prendre mon indépendance en me créant une bulle d'optimisme. Et c'est pareil. En fait, quand tu fais ça, on peut te dire oui, mais tu essaies de te couper du monde, tu essaies de tu es pas solidaire des autres, etc. Mais c'est bête. Si quelqu'un est tombé dans un trou, tu vas pas l'aider en sautant dans le trou. Tu vas l'aider si t'es au-dessus et t'es capable de lui tendre la main. Donc, pour moi, il y a aussi à ce niveau-là très important de prendre son indépendance par rapport à la déprime ambiante. Et tu vois, moi, je suis un enfant des années 90 dans le sens où j'ai été ado dans les années 90. Tu vois, on n'est pas vraiment de la même génération. Enfin, on n'est pas de la même génération, mais et moi, je me souviens dans mon enfance, j'ai l'impression que c'était tout le temps la crise. J'ai ce souvenir-là, c'est tout le temps la crise. Tu avais un film qui s'appelait La Crise, je crois que c'est avec Vincent Lindon ou autre. Vincent Lindon. Ouais. Et je sais même pas si je l'ai vu, mais j'avais l'impression que c'était tout le temps ça. Et
j'ai l'impression, à part les quelques un peu bulles tech qu'on a vécues, enfin bulles technologiques, qu'on est tout le temps dans ce truc. Tu vois, tout le temps, on parle de crise. Le chômage, il est pourtant extrêmement bas en ce moment, mais voilà, tout le temps, c'est les crises. Tu vois, on se réjouit jamais de ce qui va bien. Et ça, c'est typiquement français. Enfin, c'est plus français que dans d'autres pays. Alors, oui, moi, je suis complètement hermétique à ça. Et notamment, l'aspect bourse, il m'a tellement appris à être contrariant. J'ai tellement travaillé sur moi pour être calme dans les moments d'euphorie et chercher des opportunités au moment où tout le monde te dit que c'est la fin du monde, ce qui est contre ma nature, enfin contre la nature de beaucoup de monde, enfin peut-être moins toi, mais il y a beaucoup de gens qui se laissent entraîner par ça, que oui, ça j'ai bien travaillé sur cette indépendance, mais tu vois, pour reparler de l'aspect machine à café, etc., quand tu discutes, moi j'ai terminé, je crois que c'était fin 2017, début 2018, je crois que je suis parti un peu avant ça, et j'ai un souvenir d'un dernier dîner, je sais qu'il y en a qui m'écoutent, avec mes ex-collègues, où on a parlé Bitcoin, à l'époque où c'était la folie Bitcoin, donc on était, je sais plus, autour de 15 000, c'est la première bulle fin 2017, et je pense qu'on était deux, enfin c'est même sûr, sur une dizaine, on était deux à dire, ouais mais là quand même, ça sent la bulle, c'est machin, et tout. Mais quand tu es entouré de personnes en plus qui te ressemblent, qui ont le même type de job, qui consomment les mêmes médias, qui ont le même pouvoir d'achat, qui ont fait globalement les mêmes études, etc., tu es dans ta bulle et c'est très difficile d'en sortir. Et je pense que déjà le saut géographique qu'on a fait, toi et moi, de sortir de grandes villes, de travailler de manière, travailler seul, enfin globalement, oui, naturellement tu sors de cette bulle. Mais je pense que c'est très difficile parce que ça veut dire qu'il faut que tu te forces à écouter des gens avec qui tu n'es pas d'accord, des gens complètement différents de toi. Donc oui, moi j'ai fait cet effort, comme tu dis, de sortir. Après, la morosité ambiante, c'est vrai que je la ressens surtout et quasiment que quand je regarde la télé, honnêtement. Ouais. C'est que quand j'écoute les médias. Si je regarde autour de moi, les gens, honnêtement, enfin moi je n'entends pas trop de gens qui me parlent, enfin même pas du tout de gens qui me parlent des retraites ou autres. Les gens, ils sont là, ils vivent leur petite vie, ils bossent, voilà, ils s'occupent de leur famille, etc. Dans les gens autour de moi, quand on parle de la vie de tous les jours, j'ai personne qui me dit « Oh, la vie est dure » ou je sais pas. Et je parle pas de gens aisés. Donc, je suis d'accord avec toi. Les médias, ça fait depuis que les médias existent qu'ils ont compris que la négativité attirait. Et donc, ils sont en grande partie responsables de cette morosité ambiante. Ouais. Ce sur quoi je voudrais rebondir dans quelque chose qui revient assez régulièrement, c'est que l'indépendance d'esprit, c'est complètement lié avec la compétence, en fait. Pour moi, il y a deux choses. T'as la compétence et t'as le fait de retrouver du temps. Parce que pourquoi est-ce qu'on n'est pas indépendant d'esprit ? C'est parce que on est toujours on est dans un flux, en fait. C'est comme tu disais, je prends la voiture le matin, j'ai la radio dans les oreilles, je vais à la machine à café, je le ressors, d'autres gens me le ressortent, etc. Donc on est tellement dans un flux que on peut pas prendre le recul nécessaire pour pouvoir se faire une opinion sur les choses qui se passent. Donc l'indépendance d'esprit, ça suppose de faire une pause, de prendre du recul. Mais si on n'a pas la compétence, la connaissance et l'expérience, on n'est pas capable en fait d'avoir une véritable indépendance, et on va tout de suite s'agréger à une opinion qui est déjà là. Et il y a peu de gens qui ont ce temps. C'est ça qui est c'est ça qui est difficile, et ceux qui ont le temps vont être un petit peu poussés pour partager leurs connaissances et les compétences dans des contenus qui vont se digérer rapidement. Donc il y a quelque chose qu'il faudrait un petit peu casser ici. Et il me semble que dans une section valeurs, j'avais parlé, alors ça peut paraître ridicule, mais de demander aux gens comment marche leur business, etc. Et là, tu es connecté au réel. Et un exemple tout bête, ce matin, on me livre un rideau de... comment on appelle ça une bâche pour piscine, enfin un volet roulant, voilà, pour piscine. Bon bref, le gars me livre, c'est le commercial à qui j'ai parlé. Et ben moi, je prends 10 minutes, pourtant j'étais en train de tourner une vidéo, mais je prends 10 minutes pour lui dire comment ça se passe. Sur les piscines, ça a tellement bien marché. Et il m'explique qu'ils ont eu telle année, c'est la meilleure année qu'ils aient jamais eue, que depuis ça s'est calmé, que ça repart un petit peu, etc.
on a quand même parfois la chance de parler avec des gens qui ont des carnets de commandes. C'est-à-dire que on parle pas de chiffre d'affaires. Le gars, il m'explique les livraisons qu'il aura cet été. Moi, ça m'intéresse. Je parle pas de prévision, je parle de carnet de commandes qu'il a. Le gars vient, il est sympa, on prend un peu le temps de discuter, tu vois. Et je préfère 1000 fois ça plutôt qu'un reportage sur Piscine des Joyaux sur TF1, tu vois. Et je pense qu'il faut profiter aussi de ces occasions qu'on a de parler d'avoir de l'information qui passe pas par le filtre des médias. Est-ce que il y a aujourd'hui des choses que tu fais consciemment pour cultiver ton indépendance? Tu sais, tu te dis, voilà, là je sens que j'ai encore une trop grosse dépendance, donc j'ai un projet de travailler là-dessus pour pouvoir cultiver mon indépendance. C'est un peu dans ma nature de tous les jours, hein, ça c'est clair. Donc déjà dans tout petits travaux, dans tous les petits types de travaux, je réfléchis. Par exemple, tu vois, en termes de matériel, on en avait déjà discuté la dernière fois. Effectivement, quand tu as quelque chose à faire une seule fois, tu vas peut-être pas investir. Mais le truc, c'est qu'une fois que tu as je vais prendre un exemple tout simple. Je me souviens de ma première tronçonneuse. Tu vois, j'étais comme un fou. Moi qui ai vécu que dans un appartement, quand j'ai acheté une tronçonneuse, mais j'étais au Charles Ingalls, tu vois, où je sais pas, où j'étais avec quelqu'un en Alaska, au fin fond de sa forêt, qui se fait sa cabane en rondin, tu vois, parce que j'avais 2 branches de 5 cm à couper, tu vois. Et depuis, là, je parle de ça parce que j'ai dû couper pas mal d'arbres les semaines précédentes, là, avant le printemps. Et tous ces trucs-là, oui, les petits travaux, j'essaye vraiment d'apprendre la base. Et un point aussi on parle de casser la dépendance, mais il y a aussi un point qui est important, c'est quand gardes cette dépendance, c'est la garder plus forte. On a déjà parlé du fait que toi et moi, on n'était pas bon pour la mécanique. Ok, fine. Ça, je vais pas bricoler moi-même ma voiture. Mais je suis très pote avec mon garagiste. Et je pense qu'il a bien compris aussi que j'étais pas quelqu'un qui allait bidouiller ma voiture. Donc, c'est ça aussi. Tu peux choisir de garder des dépendances, mais la dépendance, elle n'est pas du tout la même. Tu peux la travailler, cette dépendance. C'est pour ça que EDF, les impôts, etc., tu ne peux pas travailler la dépendance. On va te mettre une nouvelle taxe, on va t'augmenter ta taxe foncière, on va t'augmenter tes impôts, etc. Tu n'auras rien à dire. Et puis, il y a des dépendances que tu peux soigner, tu vois, où la personne peut t'expliquer des petits trucs à faire, te faire des prix, etc. Et donc, sur la partie que tu ne veux pas faire, pour moi, c'est aussi un peu travailler tu vois, de travailler cette dépendance sur certains points. Ça me permet d'être dans un sens, d'être un peu plus libre, parce que je sais que quand j'aurai un pépin, le gars, il va me prendre en premier, ça m'est déjà arrivé, il va me prendre en premier, il va me prendre dans la journée, alors qu'il va peut-être prendre d'autres qui n'auront jamais travaillé cette collaboration, il va les prendre une semaine après, quoi. Mais pour moi, oui, c'est tout ce qui est petits travaux. C'est surtout ça, en fait. Je fais tellement de choses. Au quotidien, j'ai un boulot qui est relativement manuel. Alors, ça peut choquer pour les personnes, je pense, qui sont encore dans leur appart à Paris avec la vie que moi j'avais il y a 15 ans. Mais c'est vrai que ça me convient parfaitement d'avoir aujourd'hui une vie qui est quasiment moitié manuelle et moitié intellectuelle. Ça me convient, et d'autant plus que dès que je fais un travail qui est un peu long, du type je taille mes haies, je ne sais pas combien j'ai de haies, mais c'est très très long, ou je tonds, etc. Dès que c'est un peu long, j'écoute des podcasts, et en même temps, je suis là en train de faire des choses, etc. Et en même temps, je me cultive. Et pour moi, c'est le top du top. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vraiment ça qui est motivant, c'est de se dire je suis en train de c'est pas tellement la notion de se couper du monde, c'est la notion de grandir, de se cultiver. C'est une quête qui est vraiment très agréable. Et donc tu veux pousser la dépendance jusqu'où? Parce que quand on a l'indépendance jusqu'où? Parce que quand on a préparé cette émission, il y avait une ligne rouge pour toi, c'était scolarisation des enfants. Alors ça c'est exactement. Ouais. On voit par exemple les libertariens américains. Qui vont être dans des... Pour moi, les 2 lignes rouges, c'est la sécurité. La sécurité, tant que l'État me protège et que c'est un accord, voilà, je paye des impôts, j'ai police, gendarmerie, armée, etc. Je ne vais pas commencer à avoir mon arme d'assaut dans mon coin à l'américaine, si tu veux. Et l'autre point, c'est l'éducation. Sachant que l'éducation, effectivement, tu peux casser un petit peu une dépendance avec l'État en allant dans des privés, semi-privés ou autres, mais ça, c'est une autre question. Mais c'est vrai que je connais des enfants qui sont déscolarisés, par exemple, notamment suite au Covid, des gens qui ont commencé à faire l'école à la maison aux enfants, ils ne les ont jamais ramenés. Moi, c'est vrai que c'est un cap que je
je passerai pas. J'accepte la dépendance. Voilà, c'est l'État qui éduque mes enfants en partie, sur la partie scolaire. Et si je suis pas d'accord avec certaines choses, ben, c'est à moi après d'expliquer à ma fille que je suis pas d'accord avec ce qui a été dit ou autre. Moi, je sais pas vraiment arrivé. Et puis pareil, la partie sécurité, je suis pas du genre à avoir une arme chez moi pour tirer sur quelqu'un, voilà, ou à m'imaginer des choses. Pour moi, c'est ça les principaux points. Et peut-être juste un dernier point que j'ai oublié, mais qui pour moi était assez intéressant. J'ai eu un ami au téléphone qui fait un peu la même chose que moi en termes d'immobilier. Donc, sauf qu'il marche, enfin, il a plus de revenus, il a des biens qui marchent super bien. Et lui, il me parlait optimisation fiscale, c'est pas vraiment le terme, mais de monter une société qui ferait de la conciergerie, etc. Donc, il parle à un avocat fiscaliste à qui j'ai déjà parlé. Et moi, en fait, quand je suis rentré sur ce côté fiscal, à un moment, j'ai dit stop. Je suis prêt à perdre un petit peu d'argent et à arrêter d'être dans cet engrenage, tu sais, où après, tu peux plus bouger le petit doigt sans parler à un avocat fiscaliste. Alors peut-être que tu vas gagner un petit peu d'argent, mais c'est trop complexe pour moi. La compta prend trop de temps, etc. Donc là, moi, j'ai fait un gros coup de balai. Je préfère gagner moins d'argent et simplifier ça. Il y a un côté low-tech, même en compta, tu vois, plutôt que de rentrer dans des montages compliqués, montages légaux, mais qui font après que ça te prend de l'esprit, tu vois. Et pour moi, c'est important d'avoir l'esprit libre. Voilà, c'est une petite anecdote pour dire que, tu vois, même dans l'aspect comptable, de vouloir parfaitement optimiser quelque chose, par exemple fiscalement, ça a aussi un impact de dépendance, tu vois. Mais oui, moi, je dirais sécurité et éducation comme limite, quoi. Toi, tu as des limites? Je pense que elles sont plus loin que moi. Ouais, c'est à peu près ça. Sécurité, ouais, parce qu'en fait, ça suppose de se plonger dans un imaginaire qui est trop sombre, et quand t'as des enfants, tu peux pas les faire grandir là-dedans. École, moi, je trouve ça très chouette, enfin, surtout quand on est dans des coins un petit peu province comme ça, les écoles sont très agréables, c'est un rythme qui est agréable. Par contre, j'ai une réflexion sur l'éducation comme permettre à mes enfants d'accéder à l'indépendance. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, donc j'essaie vraiment de pousser mes enfants à faire de plus en plus de choses par eux-mêmes le plus tôt possible, parce que ouais, je sais que plus je vais les rendre indépendants, plus on aura une relation saine, et plus ils vont être solides et grandir bien, etc. Donc j'ai une réflexion là-dessus. Et donc très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que je passe un maximum de temps avec eux. C'est dès qu'ils rentrent de la maison, mais j'essaie vraiment de leur accorder un maximum d'attention, de faire des choses avec eux, de poser le téléphone et vraiment, ouais, de jouer aux petites voitures, enfin de faire des puzzles, de lire des histoires parce que j'ai envie qu'ils débloquent plus rapidement la conversation. Là, je parle du plus petit. Donc qui commence à parler vite, qui fasse plein de choses, toute la motricité aussi, c'est des choses sur lesquelles je travaille beaucoup, avec cette idée que plus ils pourront faire de choses, mieux ce sera. Mais non, j'ai jamais vraiment envisagé de me dire je vais faire l'école à la maison, mais leur offrir un bon complément par rapport à ce qu'ils apprennent à l'école, ça, ouais, c'est un vrai plaisir. Tu vois, c'est fou de se dire qu'à notre époque, puisqu'on parle de dépendance et d'indépendance, je pense qu'un des principaux boulots de parents, en tout cas celui qui va le plus payer à terme, c'est de limiter la dépendance aux écrans. C'est un boulot aujourd'hui qui est dingue. Tu peux faire ce que tu veux, il y a l'école. Et à l'école, dans une classe de 20, on a 2 qui vont avoir leur téléphone à 8 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont noyés. Nous, enfin, en tout cas, moi, à mon époque, tu avais des dessins animés le mercredi et puis c'est tout, tu vois. Et tu pouvais pas allumer la télé à n'importe quand et avoir un dessin animé. Aujourd'hui, ils ont tout n'importe quand. Et moi, je m'aperçois, toi, tu le vois pas encore, tes enfants sont tout petits, donc tu n'es pas encore là. Tu vas passer par une époque où ils vont vouloir consommer plus d'écran. Et moi, je vois déjà la différence à 9 ans, CM1, avec des enfants qui étaient très bons, très doués il y a 3 ans, et qui ont leur téléphone ou qui ont des écrans non-stop à regarder TikTok, par exemple, donc qui consomment du contenu TikTok à 7, 8, 9 ans. C'est désastreux. On le dit, on dit les études prouvent que, mais tu passes de premier de la classe en 2 ans à il faut du soutien scolaire le soir. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fou. Mais c'est un job aujourd'hui. Un job de parent. Mais en fait, c'est tout à fait lié à l'indépendance. C'est que si tu es complètement dépendant en tant que parent
de ton travail, de tes soucis, de toutes les choses que tu dois accomplir, etc. C'est comme ça que ça se passe. C'est que t'es tellement crevé, t'as tellement pas de temps, t'es tellement stressé que tu peux pas te focaliser sur tes enfants et du coup, bah, tu les mets devant un écran pour pouvoir finir un truc que t'as à faire ou ce genre de choses. Mhm. C'est là que ça se joue. Et en fait, en faisant ça, bah, on gagne peut-être un peu de temps maintenant, mais, mais des enfants qui foirent à l'école, c'est pour le coup, c'est un vrai problème, c'est Ouais. un vrai souci. Donc il y a effectivement des choses, ouais, qu'il faut. Enfin, j'ai vraiment une réflexion là-dessus Mhm. en termes d'indépendance, en termes d'investissement. C'est tout le temps que j'investis là pour accorder de l'attention à mes enfants, c'est quelque chose qui va être très positif. Mhm. Et aussi le fait d'être à la campagne, c'est très bien. Et tu vois, quand tu parles Les de, enfants, ouais. ouais, quand tu parles d'indépendance et qui est totalement dans le sujet dont tu parles, c'est les nounous. À quel point, Mhm. quand tu as un couple avec 2 cadres qui bossent avec des gros horaires et tout, tu es dépendant de ta nounou. Et moi, je me souviens, quand avec ma femme, on était 2 à bosser à Genève, on s'est battu pour trouver une nounou. C'est la guerre, tu peux pas choisir, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, enfin, tu peux pas choisir. Et celle qui te prend tes horaires, les bons jours, qui a une place de libre, enfin bon, bref, voilà. Et pour te dire, ma fille s'est retrouvée au début chez une nounou qui avait la télé, et puis c'est pas la petite télé, hein, c'est l'écran mouse. Tu avais la télé qui était allumée toute la journée. Mhm. Et nous, quand on a eu la discussion avec elle, on dit bah voilà, nous on veut limiter les écrans. Et elle nous a tout de suite dit bah sachez que chez moi la télé elle est et on Ouais. n'a pas pu changer Pas le choix. avant 2 ans quoi. Peut-être parce qu'on trouvait Ouais. pas. Et après on a pu changer. Et là tu vois, tu as une vraie dépendance à quelqu'un. Enfin, ton job fait que tu peux pas partir quand tu veux, donc dépendance à une tierce personne pour l'éducation de ton enfant, enfin une partie de l'éducation, c'est terrible. Donc toi, tu y penses même pas, mais si tu étais dans ce cadre-là, tu verrais même pas ce qui se passe, tu verrais même pas ce que font tes enfants, comment ils occupent leur temps, ce qu'ils mangent au goûter, par exemple. Enfin, puis après, tu te retrouves avec un enfant qui est peut-être en surpoids, qui est pas assez actif, qui fait pas assez de choses de ses mains. Enfin bon, ça va loin. Hein. Ouais, absolument. Donc la réflexion va jusque-là. Mm. Et ouais, c'est un très bon choix d'arriver à pas. Parce que en fait, quand tu commences à aller sur la voie de l'indépendance, multiplier les sources de revenus, il y a du stress il y a du stress qui s'en va. Donc du Mm. coup, tu peux être plus focalisé. Ouais, les écrans, c'est un bouche-trou. Les écrans, c'est un bouche-trou quand on est stressé, qu'on n'a pas le temps pour nous et du coup pas le temps pour les autres. Donc ouais, faut casser tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres tiroirs que tu veux ouvrir ou est-ce qu'on passe Écoute, à je la pense section qu'on a, non, valeurs? non, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je pense que peut-être quand on parle de faire nous-mêmes, on peut avoir quand même une bonne partie de notre audience qui est aussi très parisienne, hein, quand on regarde les gens qui nous écoutent, qui sont là dans leur appart à Paris, puis qui nous disent ouais, ben eux, ils sont dans leur jardin, leur truc, et puis ils sont là à couper des arbres, et c'est bien, mais ça me correspond pas. Mais je rappelle que faire soi-même, c'est pas que manuel. Je prends mon exemple et je disais que dans ma partie location courte durée, je suis très dépendant d'Airbnb, mais parce qu'au départ, Airbnb, c'était 100% de mon business. Et puis après, j'ai mis sur Booking et puis surtout, j'ai ouvert mon site internet. Aujourd'hui, mon site internet, c'est plus d'un tiers de mes réservations qui passent par là. Mhm. Et Airbnb, je suis à peine plus de 50%. Donc, c'est pas parce qu'on faire soi-même, c'est aussi faire son propre site internet et pas passer par un prestataire externe. Mhm. C'est pas aussi tout mettre ses œufs sur une plateforme où à un moment quelqu'un va nous mettre des sales notes et puis on va avoir notre note qui va baisser ou on va être banni ou je sais pas, on sait pas ce qui peut se passer. Ce serait quand même dommage qu'il y ait oui, un problème, la boîte fasse faillite et tout d'un coup tu perds tout ce que tu as mis comme avis, comme tu vois, clientèle, etc., que tout passe par une plateforme. Et l'autre point, c'est que c'est pas parce que vous ne devez pas le faire que vous ne pouvez pas l'apprendre. Enfin, vous ne pouvez pas le faire techniquement, vous ne pouvez pas apprendre. C'est pas parce que vous savez couper un arbre, je prends un exemple, n'importe quoi, hein, on peut même l'apprendre à un moment parce qu'on est chez un ami ou peu importe, on fait quelque chose et on a toujours ça dans un coin de sa tête, on a peut-être le matériel, etc. Et un jour, on peut l'utiliser. Mais moi, je ne dis pas que je vais passer tous mes jours à être dans mon jardin ou à tout faire moi-même. Je paye aussi beaucoup de gens pour faire le boulot à ma place. Mais je sais que si un jour je suis coincé, je peux le faire.
C'est ça aussi le truc, c'est qu'il y a une différence entre savoir-faire et tout faire, parce qu'on n'est pas, enfin, moi j'ai pas envie d'être un artisan non plus et de passer tout mon temps à faire le même type de tâches. Au bout d'un moment, ça va me gonfler, donc je fais un choix. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses que je peux faire. Pourquoi ? Parce que j'ai cassé une barrière mentale que j'avais. Avant, je me disais, moi je suis un intellectuel, il y a des gens, ils savent faire, ils sont meilleurs que moi dans plein d'autres domaines. Et je les laisse faire et je me faisais allumer, ils me faisaient des factures de fou, je payais ça sans rien dire parce que je pensais pas savoir faire. Et maintenant, j'ai le matos, j'ai la connaissance et quand je fais faire, c'est un choix. Alors qu'avant, c'était pas un choix, quoi. Ouais, voilà, c'est tout. Et toi, tu avais encore des points à couvrir ? Non, ça me va. Je vais compléter avec ce que je vais dire dans la section valeurs, mais ça, Vas-y. c'est bien. On a élargi le sujet de l'indépendance. Et c'était chouette. Moi, j'aime bien ces épisodes. Ces épisodes où on prend un thème et on peut en discuter, approfondir. C'est très chouette. Donc, je commence pour la section valeurs. Donc, justement, dans cette optique d'être moins incompétent dans plus de domaines, ce que je fais maintenant, c'est que quand je fais venir un artisan, je commence par mater un tuto sur le domaine dans lequel il va intervenir. Et donc, pourquoi c'est important ? C'est que ça permet de ne pas être complètement naïf quand il arrive. Ça permet de comprendre les outils qu'il utilise. Ça permet de connaître les noms des outils qu'il utilise. Et surtout, ça permet de lui donner suffisamment confiance pour... en fait, je leur demande de me faire les trucs. C'est par exemple, là, j'ai dû faire intervenir quelqu'un pour désencrasser la chaudière. Et je lui ai demandé de me laisser le faire, en fait. De m'expliquer comment ça marchait et de me laisser le faire. Et en fait, c'est trop bien parce que si t'as pas vu de tuto avant, c'est absolument impossible. Tu pars de beaucoup trop loin. Tu sais même pas comment faire les trucs, etc. Alors que t'arrives, tu dis, ah oui, tiens, ça c'est tel machin, hop, etc. C'est bien comme ça. Et en fait, le mec se met en position de professeur. Et donc ça veut dire il va être un peu maternant, enfin un peu sympathique, etc. Et il te dit voilà, il faut faire comme ça c'est super important. Et il faut toujours poser les questions. Dis-tu oui, mais pourquoi est-ce qu'il faut faire comme ça ? Pourquoi il faut faire comme ça, etc. Et du coup, en quelques fois, le combo tuto plus suffisamment respecter la personne, lui offrir un café, lui dire qu'on est intéressé par ce qu'il fait, etc. Peut-être qu'il veut bien nous laisser faire. Et en fait, s'il nous laisse faire le truc, c'est trop bien parce qu'en fait, il peut vraiment nous guider, nous accompagner. Et là, pour le coup, le tuto plus le fait de l'avoir fait soi-même, ça permet de progresser rapidement. Et donc, pour moi, c'était super important de faire ça parce que pour moi, ça, c'est vraiment la plus grosse dépendance à l'heure actuelle dont j'ai envie de me passer. Et puis, je le vis très mal, en fait, moi, quand t'as un truc qui se pète le dimanche et tout, ou le samedi, et tu sais que personne va venir et que tu dois te taper ça pendant le week-end, etc. Moi, c'est des choses, je le vis très mal. Et donc, me mettre en mode ok, il y a au moins un petit quelque chose que je peux faire, c'est je vais mater le tuto, comme ça quand les gens viennent, j'aurais déjà pris un petit peu d'avance, ça permet d'être actif. Et pour moi c'est vraiment ça le cœur de ma quête d'indépendance. Je déteste me prendre le monde dans la tronche. J'aime vraiment être acteur de tout ce qui m'arrive, et donc ça c'est une petite amorce qui permet de pas partir de trop loin et de progressivement de combler ces vides. Et toi alors ? Moi, j'aimerais faire l'éloge de la low-tech. On parle tout le temps du high-tech, voilà, et puis plus c'est high-tech, mieux c'est. Et en fait, la low-tech a beaucoup d'avantages. C'est simple, ça se répare facilement, c'est efficace, on sait exactement le boulot que ça va faire, on n'a pas de surprise. Et l'outil pour moi qui est vraiment le symbole de la low-tech, c'est le vélo. Le vélo, depuis qu'on l'a inventé, il n'a pas bougé tant que ça. Et je parlais des différentes dépendances qu'on pouvait avoir. Et puis voilà, tu as une pénurie d'essence, t'es bloqué chez toi, tu peux pas aller à ton boulot ou autre. Et le vélo, pour moi, tu vois, en termes de survivalisme, c'est si à un moment, pour une raison quelconque, on est dans un monde à la Mad Max et qu'on n'a plus de carburant, le vélo, je trouve ça génial. Ça se répare hyper facilement. Une fois que tu as appris vraiment les manipulations de base, c'est très simple. Une fois que tu sais changer une chambre à air ou la réparer, peut-être changer une chaîne, voilà les trucs basiques. Et sans parler du fait que c'est bon pour la santé, c'est sympa, c'est relativement rapide. Si tu fais juste quelques kilomètres, c'est assez rapide. Bref, tout ça, vous le savez, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ce que je trouvais sympa, c'est aussi de vous partager une anecdote qui était... c'est une vidéo en fait de Steve Jobs. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais je vous conseille de la regarder, où il raconte qu'il a lu un article scientifique
qui classait les espèces par efficience, en fait, notamment en termes de déplacement, c'est-à-dire le nombre de calories utilisées pour se déplacer. Et le premier, c'était le condor, qui arrive bien sûr à planer avec ses immenses ailes, et l'homme était en dernière position. Et Steve Jobs dit qu'il y a quelqu'un qui a eu la magnifique idée de classer l'homme, mais cette fois-ci à vélo, puisqu'on utilise toujours l'énergie humaine, l'énergie musculaire. Et cette fois-ci, non seulement l'homme était premier, mais l'homme explosait. Le condor, il était bien devant. Et bien sûr, l'idée de Steve Jobs, c'était de dire, regardez comme l'homme est extraordinaire, regardez les outils qu'on arrive à inventer, des outils qui nous servent, etc. Bon, après, j'ai pas vu la suite de l'interview, mais j'imagine qu'il ramenait ça à ses propres produits. Donc, je trouve sympa ce côté, l'homme tout seul, et puis l'homme avec l'outil qu'il invente, finalement, il explose tous les bienfaits du progrès. On a tendance beaucoup à taper sur la tête du progrès en ce moment pour dire qu'on va qu'il vaut mieux aller sur de la décroissance pour sauver la planète. On en discutera probablement la semaine prochaine. Justement, ça va être un peu le thème du débat, et je trouvais sympa cette interview. Donc voilà, le vélo, plutôt que d'avoir un fusil chez soi, pour moi, l'arme ultime du survivaliste, c'est le vélo, et savoir le réparer. Mais ouais, mais t'as raison là-dessus. C'est que on insiste toujours là-dessus. C'est oui, mais l'homme, sans ses outils, il est rien. Ouais, mais l'homme, c'est le seul animal qui a été capable de créer des outils. Et l'homme, on le prend avec ses outils. On le prend avec toutes les choses qu'il a créées, qui lui permettent d'être l'animal le mieux équipé. Donc, ouais, ça, j'adhère pas du tout à ces discours du type, ouais, mais l'homme tout nu est moins puissant que le guépard ou je sais pas quoi. Mais l'homme n'est pas tout nu. L'homme arrive sur une montagne de connaissances, et si on fait un petit peu d'effort, on peut se les approprier et aller vraiment très haut. Juste un point, Victor. Dis-moi. Un point, parce que j'ai trouvé ça très sympa. Puisqu'on parle du progrès, tu sais, c'est très facile d'être en pleine mesure de ses capacités, etc. Puis de dire il faut de la décroissance, etc. Ou d'être, le côté un petit peu bobo, à faire des belles pensées. Mais quand les gens ont des besoins spécifiques, quand les gens sont handicapés, par exemple, je te prends un petit exemple concret. Dans une maison que je loue ce week-end, j'ai accueilli des gens, et leur fille me dit c'est moi qui vous contacte parce que mes 2 parents sont sourds, donc c'est eux qui vont venir en premier, donc voilà, sachez qu'ils sont sourds, complètement sourds, ils vous comprendront pas, donc prenez peut-être un papier, etc. Mais vous allez voir, ils ont leur téléphone. Et quand je suis allé les voir, les gens ont un téléphone avec une, je sais pas quelle application ils utilisent, mais tu vois, c'est speech to text, quoi. Quand je parle, ça s'écrit automatiquement. Moi, j'envoie beaucoup de messages comme ça. Et quand je leur parlais, et eux, ils me regardaient pas, ils regardaient l'écran, et toutes mes phrases s'écrivaient, je me suis dit, mais la technologie leur a changé la vie. Complètement changé la vie. Fluide. C'est tellement simple pour eux. Il n'y a pas l'élève qui bouge, ils essayent de deviner, etc. Tout s'écrit sur l'écran. C'est tellement mieux. Ils pouvaient m'écrire sur l'écran quelque chose, etc. Sans parler des aveugles. On a tellement de contenu aujourd'hui. Tu vois, des podcasts, etc. Il y a tellement de contenu intéressant pour les aveugles, etc. Et donc, je me dis, c'est très facile pour quelqu'un qui peut s'en sortir sans le progrès de dire oui, le progrès, c'est mauvais, etc. Mais il y a énormément de personnes pour qui le progrès, ça a transformé la vie. Donc oui, l'être humain crée des outils, et la plupart des outils, ils sont vraiment incroyables, et ils nous ont changé la vie. Absolument. On ne viendra pas dans votre ferme toute pourrie en haut des montagnes où il fait froid. On va pas boire de l'eau de pluie. On va faire notre partie du travail pour être aussi indépendant que possible, mais voilà, n'essayez pas l'indépendance au point de vous préparer pour une apocalypse qui probablement n'arrivera pas. Sinon, vous allez passer beaucoup trop de temps à manger des boîtes de conserve, et on vous le souhaite pas. C'était encore un épisode du podcast Chercheurs de valeur. Merci de l'avoir passé avec nous. N'hésitez pas à nous porter vers le million. Donc pour ça, vous commentez, vous partagez, vous nous mettez des grosses étoiles. Et donc Xavier, très belle semaine à toi. Au revoir tout le monde. Super Victor, à bientôt à tous.